Alors, notre dernière présentatrice de ce bloc est Julie Côté. Julie détient un baccalauréat et une maîtrise en littérature française de l'Université McGill. Elle est actuellement doctorante en littérature comparée ici à l'Université de Montréal. Sa thèse porte sur la relation d'amitié entre Clarisse Lispector et Hélène Sissou. Et elle enseigne également la littérature française au Cégep Édouard-Montpetit. Julie. Merci. Bonjour à vous tous. Il me fait vraiment plaisir aujourd'hui de venir vous parler de l'écrivaine brésilienne Clarice Lispector, une des auteurs, comme vous venez de l'apprendre, auquel je m'intéresse dans le cadre de ma thèse. J'ai décidé de traiter de la question du genre dans son roman L'heure de l'étoile, plus précisément du fait que la voix du personnage masculin se trouve habitée par les voix féminines du texte. Et je souhaite, au terme de cette étude, montrer quelle conception du genre et des rapports entre les genres on peut retirer de cette œuvre. Je tiens aussi à mentionner que je travaillerai avec la traduction française de cette œuvre originellement écrite en portugais du Brésil. Mais avant toute chose, j'aimerais vous dire quelques mots sur Lispector, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Celle qu'on appelle le plus souvent simplement Clarisse est née en Ukraine en 1920, alors que ses parents se trouvaient en exil parce qu'ils fuyaient la vague de pogroms. Donc, c'est une famille juive, vous l'aurez compris. Elle a par la suite grandi au Brésil et y est décédée en 1977 après avoir passé une bonne partie de sa vie à l'étranger. L'heure de l'étoile, soit l'œuvre dont je traiterai aujourd'hui, a été écrite entre 1974 et 1977 et il s'agit de la dernière œuvre qu'elle a publiée de son vivant, bien qu'elle ait également publié un dernier roman à titre posthume intitulé « Un souffle de vie ». Avant d'entamer l'étude du texte, une petite mise en garde, parce qu'il faut savoir au sujet de Lispector qu'elle a une écriture assez particulière, car elle ne laisse pas ses lecteurs cantonner son œuvre aisément. Et aucun de ses textes ne se prête à une lecture restreinte, vous le verrez. Puisque Lispector donne constamment l'impression de se contredire au fil de chacune de ses œuvres, elle nous force à remettre en question notre besoin de limpidité et de cohérence à la lecture d'une œuvre littéraire, et elle esquive la possibilité d'être lue à la lumière d'une seule théorie englobante. Ainsi, lire Lispector, c'est accepter que toute interprétation que l'on avance risque d'être démentie au tournant de la page. L'une des caractéristiques propres à l'œuvre de Clarice Lispector dans son ensemble est la présence d'une voix narrative insaisissable que l'on peut attribuer par moments à des personnages ou d'autres entités, parce que des fois, les personnages, c'est pas très clair comment ils sont construits, parce que les personnages sont souvent fuyants, alors que cette voix narrative est associée à l'auteur ailleurs, même si cette présence est difficile à prouver. La voix de Lispector apparaît un peu comme un spectre, elle n'est jamais clairement présente ni tout à fait absente. Sa présence transparaît parfois à travers les pronoms employés, mais il arrive également que Clarisse usurpe, en quelque sorte, ses narrateurs et ses personnages pourraient laisser entendre sa voix à travers la leur. L'heure de l'étoile s'ouvre d'ailleurs sur une dédicace qui laisse croire que derrière le narrateur, qui est présenté comme l'auteur du texte, se trouve en fait Clarisse. Donc, dédicace de l'auteur, en réalité, Clarice Lispector. Or, dans les premières pages du roman, on fait effectivement la rencontre de ce narrateur, qui se prétend auteur du texte, Rodrigo S.M., qui se voit chargé de la responsabilité de raconter l'histoire de Maccabée, ou Maccabéa, une jeune nordestine à laquelle il donne en quelque sorte la vie par son regard. Il ne fait aucun doute que Rodrigo S.M. est un homme, ce qui est répété à plusieurs reprises, et ce que laisse croire l'utilisation de pronoms masculins dans l'ensemble de l'œuvre. Comme l'ensemble des personnages de ce roman, qui sont tous définis par des clichés, Rodrigo S.M. est souvent associé à une vision très typée de la masculinité qui correspond en fait à celle de l'époque. Par exemple, pour montrer à quel point l'écriture de l'histoire de Maccabée l'habite, il affirme ne pas s'être rasé pendant des jours et avoir dû se priver de foot et de faire l'amour pour parvenir à écrire cette histoire. Et il s'agit là du peu de choses que l'on sait à son sujet. Cela dit, dès qu'il cherche à définir Maccabée, il est constamment tenté de parler de lui-même, comme s'il se créait en même temps qu'il donnait vie à son personnage. Donc, comme s'il ne pouvait ébaucher l'un sans également traiter de l'autre, tel qu'on peut le voir ici. Pardonnez-moi, mais je vais continuer à parler de moi, qui suis mon propre mystère, et tout en écrivant, je ne suis pas un peu surpris de découvrir que j'ai un destin. La question du destin est d'autant plus intéressante ici que Maccabée découvrira, au terme de son histoire, quel était son destin. Ce qui vient renforcer l'impression que Rodrigo S.M. et Maccabée sont imbriqués l'un dans l'autre,
Une impression qui se trouve également consolidée lorsqu'il affirme que l'être qu'il s'apprête à créer par son écriture est aussi vivant que lui-même dans son intégrité, mettant lui et Maccabée sur un pied d'égalité. Mais malgré cette apparence d'égalité, Rodrigo S.M. a certaines ambitions quant à la manière dont le récit de Maccabée prendra forme à travers sa plume, car il souhaite écrire un récit qui soit objectif et qui ne verse pas dans l'apitoiement. Bon, il est vrai que moi aussi, je suis sans pitié pour mon personnage principal, la nordestine. Ce récit, je le veux froid. Mais moi, j'ai le droit d'être douloureusement froid et vous pas. Pour toutes ces raisons, je ne vous laisserai pas la parole. Point de mélodie qui se puisse fredonner en cette histoire progressant par à-coups, selon un rythme parfois irrégulier. Et puis, il y a les faits. Je me suis subitement passionnée pour les faits bruts, les faits durs comme des pierres, les faits qu'il n'est pas moyen de fuir. D'ailleurs, agir m'intéresse plus que de penser. Ainsi, on comprend qu'il a l'intention de faire du récit de Maccabée une histoire sans épanchement, dont la progression sera marquée par les faits. Il affirme d'ailleurs que même si un autre auteur que lui pourrait très bien s'acquitter de la tâche d'écrire l'histoire de Maccabée, il faudrait néanmoins que cet auteur soit un homme, parce que, comme il l'affirme, une femme risquerait de trop larmoyer. En dépit de sa volonté d'objectivité, Rodrigo S.M. ne peut s'empêcher d'être habité par Maccabée et il annonce assez tôt que ce récit ne le laissera pas indemne, comme il l'évoque ici. Les péripéties de cette histoire finiront par faire de moi un autre homme avant de me réduire à l'état de choses. Et c'est effectivement ce qui semble se produire plus tard, car déjà quelques pages plus loin, il subit une première transformation. Alors qu'il est en train d'observer Maccabée, il affirme qu'il est le seul à le faire, il se transforme en quelque sorte en elle. Je vois la nordestine se regarder dans la glace et, roulement de tambour, dans la glace apparaît mon visage fatigué et mal rasé, tant nous avons échangé nos rôles. Cette scène s'avère d'ailleurs un moment charnière de l'œuvre, puisque c'est à la suite de ce moment que l'histoire de Maccabée occupe la place centrale du récit. Rodrigo S.M. faisant de moins en moins d'apparitions, au point où l'on oublie presque son existence au fil de l'œuvre. Or, non seulement il semble s'éclipser, mais les objectifs qu'il s'était fixés au départ par rapport au récit semblent s'effriter progressivement. Déjà, tout juste après la scène du miroir, il dit éprouver de la difficulté à s'en tenir à l'objectivité, puisqu'il ne supporte plus la pression des faits. Il faut dire que l'histoire de Maccabée n'a rien d'heureux. Et si elle est racontée de manière à faire rire par moments à cause des touches d'absurdité et de ridicule qu'elle comporte, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit du récit des malheurs d'une jeune et pauvre nordestine qui, dans toute son innocence, est en proie à une grande violence, comme le relève ici Martha Peixoto. With the rude bluntness of caricature, Lispector makes clear that Maccabea is victimized by everything and everyone. Her brutal aunt broke her spirit, poverty weakens her body, her boyfriend insults her. At the same time, patriarchy neutralizes her sensuality, and foreign stereotypes of beauty encourage her and others to despise her appearance. Maccabea is raped not by one individual, but by a multitude of social and cultural forces that conspire to use her cruelly for the benefit of others. Ainsi, devant une histoire aussi pathétique, il est difficile de rester objectif devant le sort de Maccabée. Pourtant, Maccabée elle-même ne témoigne pas d'émotion, comme si elle n'était pas véritablement consciente de la gravité des événements qu'elle vit, ou comme si le fait d'en être consciente risquait de la victimiser davantage. On peut donc penser que devant l'incapacité de Maccabée à laisser paraître la douleur que devrait lui causer cette suite d'événements, il incombe à la voix narrative et au lecteur de vivre son affliction, de prendre la mesure de cette souffrance que Maccabée n'est pas à même d'assimiler, et ce, même si le fait de ressentir cette douleur présente le risque de la victimiser davantage. Ainsi, plutôt étrangement, la voix narrative, supposée appartenir à Rodrigo S.M., laisse de plus en plus paraître son émotion vis-à-vis Maccabée. Après que le petit ami de Maccabée l'a laissé pour sa collègue de travail, on retrouve cette affirmation. « Aussi, lui pardonnerai-je » Ou on renvoie à Olympico, l'ancien petit ami en question. Cette déclaration surprend pour deux raisons. D'une part, on a bel et bien l'impression que la voix narrative, qui n'appartient pas à Maccabée, je précise, a dû encaisser le choc de la séparation au même titre qu'elle. Voire pour elle, ce qui expliquerait que la voix désire pardonner à Olympico la souffrance qu'il a causée. D'autre part, c'est le ton personnel de la voix narrative qui est frappant, car il s'éloigne de l'intention de Rodrigo S.M. de rester objectif. Plus loin, on lit également « Oui, j'aime beaucoup Maccabée.
ma chère Mac. Devant cet aveu qui laisse paraître un attachement certain pour la jeune nordestine, on est en droit de se demander si c'est encore Rodrigo qui narre le récit de Maccabée. Plutôt, comme il l'avait lui-même prophétisé, il semble s'être transformé en chose ou, à tout le moins, s'être effacé. La familiarité de la voix à l'endroit de Maccabée surprend, car cela se ressemble peu à Rodrigo, qui voulait rester distant, voire détaché, à l'endroit de la jeune femme. Sans prétendre que la voix narrative est celle d'une femme parce qu'elle témoigne d'une certaine sensibilité, on a plutôt l'impression que c'est la voix de l'inspecteur qui prend le relais pour Rodrigo SM à ce stade-là du récit. C'est elle qui s'afflige de voir Maccabée en proie à tant de souffrance. Rien ne permet toutefois de prouver que c'est bel et bien l'inspecteur qui s'infiltre derrière la voix de Rodrigo SM, si ce n'est pour cette mention au début du roman qu'il s'agit effectivement d'elle derrière le personnage de l'auteur. Dans l'ensemble de l'œuvre, les pronoms qui renvoient à la voix narrative sont toujours masculins, ce qui ne fournit pas véritablement de preuves pour appuyer l'hypothèse que j'avance ici. Pourtant, dès les premières pages de l'Heure de l'Étoile, on nous met en garde contre la tentation de tout chercher à prouver, ou plutôt on nous rappelle que tout ne peut être appuyé par des preuves tangibles, comme le suggèrent ces passages. Or, ne pas oublier que la structure de l'atome est chose connue, quoique invisible, comme me sont connues bien des choses que je n'ai jamais vues. Il en va de même pour nous. Il est impossible de démontrer l'existence des choses les plus vraies. Il s'agit d'y croire en pleurant. La vérité est toujours une inexplicable révélation intérieure. On peut donc lire cet extrait comme une invitation à penser en dehors des catégories qui nous sont données dans le texte, une invitation aussi à imaginer qu'il soit possible pour une écrivaine de se faire homme par le biais d'un narrateur qu'elle invente, même s'il est évident qu'elle subsistera toujours un peu derrière lui, qu'on puisse le prouver ou non. Donc, si on peut être tenté de chercher dans la texture du texte des preuves tangibles de l'usurpation par l'inspecteur du personnage de Rodrigo SM, il faut se rappeler que l'inspecteur n'hésite jamais à détourner la langue afin que la réalité à laquelle elle donne forme puisse échapper à la logique que la langue comprend. Dans cet extrait de l'Heure de l'Étoile, toujours, elle invite d'ailleurs son lecteur à garder en tête que derrière l'enchaînement des mots qui forment le texte se trouve toujours quelque chose qui n'est pas énoncé clairement, un secret. Assurément, gardons-nous cependant d'oublier que pour écrire quoi que ce soit, mon matériau premier, c'est la langue. Aussi, cette histoire sera-t-elle faite de mots assemblés en phrases, dont se dégagera un sens secret, transcendant mots et phrases. Derrière ce sens caché qui se trouve dans les phrases, on peut donc imaginer la possibilité qu'un pronom masculin renvoie en fait à une femme, et vice-versa, une audace qui est certainement à la hauteur de l'inspecteur. Ainsi, parce que Rodrigo SM était habité par Maccabée au début du roman, et que sa voix s'efface peu à peu pour céder la place à une voix qui semble appartenir à l'inspecteur, la voix masculine que l'on retrouve dans l'œuvre est donc constamment habitée par les voix féminines. L'inspecteur, Rodrigo SM et Maccabée forment trois entités distinctes, mais qui sont néanmoins inévitablement liées, impossibles à distinguer tout à fait les unes des autres. Par ailleurs, lors du décès de Maccabée, désolée de vous donner cette information, mais lors du décès de Maccabée à la fin du roman, la voix narrative dit aussi être morte. La mort ne saurait suffire à m'apporter la complétude qui me fait tant défaut. Maccabée m'a tuée. Elle était enfin libérée d'elle-même et de nous. Et bien que cette dernière phrase laisse croire que Maccabée cesse d'habiter la voie narrative, que les trois entités retrouvent enfin leur autonomie, le roman s'achève sur certaines questions et affirmations qui semblent sortir tout droit de la bouche de Maccabée, comme si elle continuait finalement à parler à travers la voie narrative. De même, la voie narrative, qu'elle appartienne à l'inspecteur ou à Rodrigo SM, laisse entendre qu'elle trouvera elle aussi la mort, renforçant de plus belle l'impression que toutes les entités sont rattachées les unes aux autres. Je rappelle également que l'inspecteur, quelques mois tout juste après avoir achevé l'écriture de l'œuvre, expirait elle aussi. Pour terminer, il est difficile de définir une conception précise du genre dans l'Heure de l'Étoile pour la simple et bonne raison que la constante qui en découle prend la forme d'une contradiction. Tantôt, chacun des genres est présenté comme une accumulation de clichés, autant en ce qui a trait aux hommes qu'aux femmes, car les hommes sont dépeints comme des êtres avides d'action et de foot, alors que les femmes larmoient trop pour écrire un récit de manière objective. Tantôt, à l'opposé, le féminin et le masculin habitent les mêmes pronoms, comme si, en fin de compte, la distinction importait peu. Car ni l'une ni l'autre de ces catégories ne peut contenir la mouvance des voix qui évoluent chez l'inspecteur. Tout compte fait, devant cette apparence de contradiction, on se trouve finalement devant une conception du genre tout à fait digne de l'inspecteur, une conception incluant à la fois le stéréotype risible et l'indéfinissable,
et qui repose sur la nécessité de créer une brèche dans le langage pour nous donner accès à de nouvelles réalités. Merci.